monde sans France, je n'ose même pas l'imaginer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hexagone. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série, Un Français, une histoire. Nous y traiterons la vie d'illustres Français et Françaises qui ont marqué l'histoire de France. Aujourd'hui, nous commençons par le cardinal de Richelieu, l'homme en pourpre mondialement connu pour être le ministre d'État machiavélique qui fit face à D'Artagnan et ses trois compères dans l'œuvre d'Alexandre Dumas. Nous nous pencherons dans cette vidéo sur la véritable histoire d'Armand-Jean du Plessis, cardinal-duc de Richelieu. Cela étant dit, dites-nous en commentaire quel personnage vous aimeriez que l'on traite dans le prochain épisode. Armand Jean du Plessis de Richelieu naît à Paris, dans la rue du Boulois, le 9 septembre 1585. De peur d'une mort infantile, l'enfant, malingre, tout juste né, est ondoyé, l'ondoiement étant une cérémonie simplifiée du baptême à laquelle on avait recours en cas de mort imminente. Le jeune rescapé ne sera donc baptisé qu'à presque 8 mois, en l'église de Saint-Eustache de Paris. Il est issu d'une famille noble, dite de robe et d'épée, désignant le fait que ses membres ont occupé des fonctions gouvernementales, judiciaires ou militaires. Bien que sa famille soit renommée et que le père du futur cardinal soit grand prévôt de France sous Henri IV, elle n'est pas fortunée. En 1590, lors de sa 5e année, Armand-Jean perd son père. Mais grâce à l'aide financière de la couronne, il peut vivre aisément. Le jeune homme, alors porteur du titre de marquis du Chilloux, reçoit une grande éducation. Il étudie la littérature, les mathématiques et apprend l'escrime et l'équitation. Le marquis étant le 3e garçon de la famille, il est donc destiné à une carrière militaire. Mais voilà que son frère Alphonse Louis, cadet des Duplessis et destiné à reprendre l'héritage qu'est l'évêché de Luçon, le rejette pour devenir moine de la Grande Chartreuse. Armand-Jean est donc contraint d'entreprendre cette carrière religieuse, bien qu'il soit attiré par le fait de devenir évêque. Il reprend donc ses études et obtient un doctorat en théologie à la Sorbonne en 1607, après avoir été nommé évêque de Luçon le 18 décembre 1606. Le 17 avril de l'année suivante, Armand-Jean reçoit l'investiture canonique, à seulement 22 ans. Il est donc fait évêque alors que l'âge minimum requis est de 26 ans. Le tout jeune évêque entame donc sa carrière religieuse dans son diocèse, qu'il qualifiait de plus crotté de France. Sérieux et réformateur, il est le premier évêque de France à mettre en place les réformes instaurées par le Concile de Trente, et visant à répondre aux doctrines protestantes. Bien qu'il soit investi dans son métier d'ecclésiastique, cela n'a pas empêché Richelieu d'avoir des relations avec des femmes toute sa vie. L'évêque de Luçon connaît ensuite une ascension politique fulgurante. Il devient tout d'abord élu du clergé poitevin aux États généraux de Paris, puis porte-parole de l'Assemblée. Il rentre après au service de la reine Marie de Médicis, grâce au père Joseph, étant devenu l'ami de Richelieu. Il est le plus éminent des capucins de l'époque, qui est très aimé de la régente. Il est ensuite fait grand aumônier, faisant de lui l'ecclésiastique le plus important de la cour. Enfin, en 1616, il devient ministre des Affaires étrangères au Conseil du roi, mais au service de Concino Concini, oui, le fameux Concino Concini. Ce couillon de Concini. Celui qui fut assassiné sous ordre de Louis XIII, enterré puis exhumé, traîné dans les rues de Paris, lapidé, pendu par les pieds, dépecé et enfin brûlé. Nous lui passons le bonjour en espérant qu'il aille bien. Richelieu tombe donc en disgrâce en 1617, auprès de Louis XIII. Luçon, me voilà hors de votre tyrannie. Tout comme la reine-mère. Il est donc banni au château de Blois, puis se retire dans son prieuré de Coussay. Il est enfin exilé à l'hôtel de Beaumont à Avignon. Pendant ce temps, Marie de Médicis prend la tête d'une rébellion aristocratique. Répondant à l'appel du duc de Luynes, notre évêque diplomate parvient à réconcilier le roi et sa mère, une première fois. Une seconde réconciliation se déroule plus d'1 an après la première, après que l'insatisfaite Marie de Médicis ait décidé de relancer les hostilités. Cette fois-ci, l'ancienne régente peut revenir à la cour. C'est bon, tout le monde est réconcilié, tout le monde il est beau. Eh bien non, ce n'est pas aussi simple. En effet, Richelieu, pendant la brouille royale, a négocié plutôt en faveur de Marie de Médicis, ce que le jeune roi n'oublie pas tout de suite. On le constate quand Richelieu, promis au titre de cardinal, est doublé par 2 hommes sur proposition de la France, et donc du roi. Mais la mort du favori de ce dernier, le duc de Luynes, va permettre à Marie de Médicis d'obtenir le cardinalat pour Richelieu. C'est ainsi que le 12 décembre 1622, à Lyon, Armand-Jean du Plessis de Richelieu est fait cardinal à seulement 37 ans. Il ne fera donc son retour au conseil du roi qu'en 1624, après que le roi l'y ait finalement autorisé. Le 13 août, il est nommé chef du conseil du roi. Voilà le cardinal de Richelieu de retour dans les plus hautes sphères du pouvoir. Au travail, monsieur le cardinal.
Le cardinal va présenter son programme au roi sur 3 axes: affaiblir les protestants, affaiblir la noblesse, affaiblir les prix de beauté que sont les Habsbourg. L'événement le plus connu du cardinal de Richelieu contre l'influence du protestantisme est le siège de La Rochelle. Il y a en effet un certain nombre de cités protestantes en France à cette époque, et la ville blanche en fait partie. Depuis 1621, La Rochelle a proclamé son indépendance, à la suite de la marche du roi sur le Béarn, région passée à la réforme protestante. En effet, Louis XIII veut y imposer son édit, qui permet le libre exercice du culte catholique. Le roi entreprend donc de reprendre ces territoires protestants. Louis XIII, après avoir pris les villes de Saumur et de Saint-Jean d'Angély, confie à Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon, un premier blocus de La Rochelle. Mais les premières batailles concernant la ville blanche sont un échec pour le roi de France. Les Rochelais sont alors maîtres du terrain, et Jean Guiton, amiral de la flotte rochelaise, prend l'île d'Oléron et défait la flotte française à brouage. Après de multiples conflits, dont la victoire royale du combat de Riez ou le second blocus de La Rochelle, la paix de Montpellier est signée le 18 octobre 1622. Les protestants se maintiennent dans leur place forte, malgré de lourdes pertes. Et c'est dans ce contexte que notre cardinal intervient. Dès l'année de son retour au conseil du roi en 1624, la résistance des Huguenots a convaincu Richelieu de créer la marine royale. En effet, jusqu'alors, les navires de guerre des rois n'étaient que des navires civils réquisitionnés et armés ponctuellement en dehors de quelques vaisseaux. Et voilà qu'en 1625, une deuxième rébellion huguenote éclate. Sous la menace de la flotte royale, les protestants, emmenés par Benjamin de Rohan, attaquent et battent les troupes françaises à la bataille du Blavet. La réaction du roi ne se fait pas attendre. Il contre-attaque et provoque la fuite de Benjamin de Rohan en Angleterre et la perte de l'île de Ré par les protestants. Richelieu fait construire un énorme réseau de fortifications autour de La Rochelle, comprenant 11 forts et 18 redoutes. Un traité est finalement signé en février 1626, mettant fin à cette deuxième rébellion. On y stipule que la liberté de culte est bien confirmée, que les biens des catholiques doivent être rendus, qu'un commissaire royal doit être reçu dans La Rochelle, et que la ville ne peut plus disposer d'une flotte militaire. Mais qu'en contrepartie, le fort Louis doit être détruit. Mais le cardinal de Richelieu va refuser de détruire ce fort. En juillet 1627, les Anglais, alors alliés de La Rochelle et commandés par le duc de Bouquincan. vont débarquer sur les côtes françaises pour faire appliquer les termes du traité. Buckingham va mettre en place un siège autour de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Le 10 septembre 1627, les troupes royales sont aperçues en train de creuser des tranchées aux abords de la cité rochelaise. Nom de Dieu! Des coups de canon sont tirés sur celle-ci et marquent le début du grand siège de La Rochelle. C'est Richelieu qui est chargé de commander le siège. Louis XIII, doué dans les batailles de mouvement, ne veut pas écorcher son image dans un siège qui s'annonce long. Le cardinal va donc dépêcher 20 000 hommes autour de La Rochelle et couper toutes les voies de communication terrestre. Entre-temps, les Anglais et Buckingham essuient plusieurs défaites de rang, et après avoir perdu plus de la moitié de ses hommes, le duc de Buckingham rentre en Angleterre, sans gloire. Aparté terminé, Richelieu entreprend la construction d'une impressionnante digue. Elle est longue de 1500 mètres et haute d'une vingtaine. Cette digue est tellement exceptionnelle que nombre de voyageurs et politiques viennent de loin pour la voir. Grâce à elle, La Rochelle est complètement encerclée et bloquée. La ville subit la famine pendant de longs mois. Les Anglais tentent par 2 fois de venir en aide aux Rochelais, dans le courant de l'année 1628. Mais il n'en est rien, les Anglais ne passent pas la digue de Richelieu. La ville, privée de vivres, capitule le 28 octobre 1628. Il ne reste plus que 5400 Rochelais sur les 28 000 initiaux. Le roi, Louis XIII, pardonne les insurgés et réautorise l'exercice libre et public du culte catholique et maintient le culte réformé. Aussi, les églises détruites doivent être reconstruites par les Rochelais et le temple de la ville devient une cathédrale. Voilà, la dernière grande place forte des protestants en France est tombée. Il ne reste au roi qu'à prendre les 2 derniers bastions de réformés que sont Privas et Alès. À la capitulation de cette dernière, l'édit d'Alès est rédigé. Le roi y supprime les pouvoirs politiques, militaires et territoriaux des Huguenots, mais conserve la liberté de culte inscrite dans l'édit de Nantes. Les protestants ont donc été soumis avec le grand concours de Richelieu. Une autre histoire célèbre, liée à l'affaiblissement du protestantisme, est l'affaire des possédés de Loudun. En 1632, des Ursulines sont prises de folie dans le couvent de Loudun. Elles disent être possédées et avoir aperçu le curé de la ville, Urbain Grandier, en fantôme. Richelieu se lança dans une chasse aux sorcières. Les sœurs subissent une série d'exorcismes et le curé est accusé de pacte avec le diable. Ce dernier, malheureusement pour lui, a écrit un pamphlet contre Richelieu et est proche des protestants. Malgré la torture, il nie toute implication. Mais des documents et des témoignages, pour le moins douteux, conduisent à sa condamnation à mort. Il meurt sur le bûcher en 1634. Cette affaire fait grand bruit et provoque la conversion de nombreux Huguenots. Concernant l'affaiblissement de la noblesse en France, Richelieu va employer une politique intraitable. Il supprime les hautes charges des grands seigneurs, fait raser plus de 2000 châteaux inutiles à la défense du royaume, fait décapiter le duc de Montmorency, assigne à résidence son ancien allié, Jean-Louis de Nogaret, punit sévèrement de nombreux comploteurs.
En effet, le cardinal est la cible de nombreux complots et conspirations, comme celle de Chalais ou celle de Saint-Marc. Cette dernière eut lieu en 1642. 3 ans plus tôt, Richelieu introduit le jeune Henri Coëfier de Ruzé-d'Effiat, marquis de Saint-Marc, à la cour et le présente au roi. Ce dernier devient vite un des favoris du roi. La fortune qu'il acquiert soudainement décuple son arrogance, et ses devoirs envers le roi l'agacent. Un jour, il demande la main de la princesse Louise-Marie de Gonzague. Le jeune homme est d'une famille bien moins prestigieuse, et doit, pour obtenir sa main, faire l'acquisition d'un duché pairie. Le roi et Richelieu s'opposèrent à cela. Le marquis de Saint-Marc en garde une forte rancœur envers le cardinal. Le marquis, avec plusieurs comploteurs dont le frère du roi, organise l'enlèvement voire l'assassinat de Richelieu. Les Espagnols, alors en guerre contre la France durant cette période, se joignent à cette conspiration. Mais grâce à la mise en place d'une sorte de police par Richelieu, un des espions de Richelieu intercepte un des messages des conjurés. Ceux-ci sont alors condamnés à mort et décapités, sauf évidemment le frère du roi. Une des autres lois connues mises en place par Richelieu, c'est l'interdiction des duels en France. Très affecté par la mort de son frère aîné, Henri, au cours d'un duel, le cardinal-duc fait interdire cette pratique. Les nobles récalcitrants sont exécutés. Ainsi, la fermeté de Richelieu va permettre au roi de s'affirmer contre ses grands vassaux. Le troisième axe, précédemment énoncé, est l'affaiblissement de la maison des Habsbourg. La maison d'Autriche domine l'Europe à cette époque. Le roi de France, Louis XIII, qui a affirmé sa position dans son royaume grâce à la politique du cardinal-duc, doit se renforcer sur la scène européenne. La guerre de 30 ans a éclaté en Europe. Elle oppose les Habsbourg, catholiques, aux États protestants du Saint-Empire. Elle donne la possibilité tant attendue à la France d'affaiblir l'ennemi qui l'entoure. La France ne rentre pas en conflit direct avec la maison autrichienne. Richelieu, fin stratège, suggère de s'allier aux États protestants. La France va donc financer les puissances protestantes comme la Suède ou la Hollande. Des conflits directs avec les Habsbourg vont quand même se dérouler, tels que la guerre de succession de Mantoue. Juste après le siège de La Rochelle, le roi et son cardinal-duc franchissent les Alpes pour aider Charles Ier Gonzague, qui est alors assiégé à Casale et fait face aux Habsbourg pour le pouvoir sur le duché de Mantoue. Les Français forcent le pas de Suse et viennent négocier avec Charles-Emmanuel. Le roi et Richelieu repartent avec une trêve et la ville de Suse. Mais aussitôt revenu à Paris, le roi et Richelieu doivent repartir. L'empereur d'Autriche a attaqué Mantoue et les Espagnols, désireux de se venger de l'affront subi, ont remis le siège sur la ville de Casale. L'empereur réussit à prendre Mantoue, mais doit se retirer à cause de l'intervention de la Suède, en Allemagne, financée par la France. Les Français arrivent et s'apprêtent à attaquer la forteresse de Casale. Mais le pape, Urbain VIII, essaye d'apaiser les deux camps. Il envoie pour cela un certain Mazarin. Le traité de Cherasco met fin au conflit. Charles Ier Gonzague prend la possession de Mantoue et la France reçoit la ville fortement stratégique de Pignerol. Hautement satisfait, Louis XIII demande à Mazarin de venir à Paris. Richelieu, sentant un certain potentiel, l'accueille avec de nombreux présents. Mazarin déclarera plus tard que dès ce jour, il s'est donné à Richelieu. Quant au cardinal, il voit en lui un digne héritier et le conseillera au roi pour lui succéder. Cette stratégie, commencée par Richelieu contre la puissance catholique autrichienne, va entraîner un événement important de l'histoire de France, la journée des dupes. En effet, la reine Marie de Médicis ne supporte plus son ancien favori. Le roi, qui rappelons-le au départ était méfiant envers l'homme en pourpre, place maintenant une grande confiance en Richelieu. Le 10 novembre 1630, le roi tente d'organiser une réconciliation entre sa mère et Richelieu, mais Marie de Médicis refuse de voir le cardinal. Elle fait fermer les portes pour empêcher Richelieu de rejoindre la séance. Mais le cardinal réussira à s'introduire dans le palais du Luxembourg grâce à sa demeure, le Petit Luxembourg, qui jouxte ce dernier et qui avait été offert par la reine. La reine rentre dans une colère noire et insulte le cardinal de tous les noms. Fils de pute! Louis XIII, stupéfait, se retire sans un mot. Richelieu se croit perdu et se prépare à quitter la capitale. Louis XIII, sous conseil de son favori, Saint-Simon, envoie ce dernier porter un message au cardinal, dans lequel celui-ci est demandé au château de Versailles le soir même. Le cardinal s'exécute. Louis XIII lui réitère sa confiance et dit même « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère ». Le lendemain, les deux hommes rentrent à Paris. Marie de Médicis, se croyant victorieuse la veille, est médusée devant ce retournement de situation. Elle se voit recluse dans ses appartements et ensuite exilée à Compiègne. Elle s'évade le 18 juillet pour atteindre les Pays-Bas espagnols. En vérité, cette évasion n'est qu'un piège politique, car Louis XIII avait fait retirer les gardes du château pour faciliter sa fuite. Marie de Médicis quitte donc la France et continuera ses complots contre son fils et le cardinal. Elle mourra en exil en 1642. À la suite des journées des dupes, les conflits avec les Habsbourg vont continuer. En 1635, Louis XIII déclare ouvertement la guerre à l'Espagne. Les premières années de guerre sont difficiles, mais grâce au développement d'une armée de terre et de la marine royale par Richelieu, au détriment des impôts qui atteignent des sommets, le cours de la guerre s'inverse. La France conquiert l'Alsace et l'Artois en 1640, puis le Roussillon en 1642. Après la mort du cardinal,
la France continuera sur sa lancée et terminera la guerre de 30 ans victorieuse. Richelieu ne va pas s'arrêter à l'Europe. En effet, il développe aussi les colonies françaises. Il autorise la colonisation de la Guyane en 1626, fait occuper Saint-Domingue et fait créer des comptoirs au Sénégal. Il soutient également Samuel de Champlain, le gouverneur de la Nouvelle-France en l'absence du cardinal. Ce dernier sera soutenu par Richelieu, qui crée la Compagnie des Cent Associés pour aider financièrement le développement de la colonie française. Samuel de Champlain, qui se fait attaquer et concède Québec en 1629, voit Richelieu renouveler sa confiance en lui, en le nommant commandant de la Nouvelle-France en l'absence du cardinal, après que la France ait retrouvé sa colonie par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Nous avons donc vu Richelieu en tant que politique et militaire, mais c'est aussi un homme qui fut passionné par l'art et la culture. Il fait édifier de magnifiques monuments, comme la chapelle de la Sorbonne, ou encore le palais cardinal, actuel palais royal. Il fait construire ce palais en 1628, qui renferma un théâtre et un lieu plus insolite, une chatterie. En effet, le cardinal fut un grand fan de chats, jusqu'à en posséder 14 à sa mort. Il fait réaliser aussi son plus beau et son plus grand projet, le château de Richelieu, un château digne des rois et un des plus beaux qu'ait connu la France. Mais au XIXe siècle, un de marchand ayant fait l'acquisition du château démantèlera et vendra les matériaux. En effet, il ne reste presque plus rien du château, mis à part le pavillon central des écuries, l'hémicycle d'entrée et l'orangerie. Richelieu n'eut pas qu'un immobilier extraordinaire. Il est connu pour avoir été le plus grand collectionneur d'art et le plus grand mécène d'Europe, et donc du monde, à son époque. On pouvait retrouver dans ses collections des statues antiques, des sculptures de Michel-Ange, des peintures de Dürer, de Poussin, de Champaigne, ou encore celles du Titien. Les incroyables collections du cardinal sont maintenant dispatchées dans différents musées. Mais comment le cardinal a-t-il réussi à se doter d'un tel patrimoine ? Eh bien, il faut savoir que Richelieu est devenu un homme extrêmement riche. Sa fortune a été estimée à environ 23 millions de livres, soit plus que l'État à l'arrivée de Richelieu. Il l'a acquis grâce à ses nombreuses abbayes. En effet, il a possédé jusqu'à 15 abbayes, dont les plus prestigieuses, comme Fontevraud, Cîteaux ou Cluny. Mais le cardinal n'a pas fait édifier ce château seulement. Il a aussi fait construire la ville de Richelieu, sa cité idéale. Elle est un témoignage unique de l'urbanisme du XVIIe siècle. La ville est dotée de remparts, de portes monumentales, d'une splendide église et de magnifiques hôtels particuliers. Tous ces monuments voulus par Richelieu sont l'œuvre de son architecte favori, Jacques Lemercier. Le cardinal-duc est aussi le créateur de l'Académie française, qui siège aujourd'hui dans l'ancien collège des Quatre Nations et actuel Institut de France. Fondée en 1635, elle a pour but de normaliser et de perfectionner la langue française, même si elle l'est déjà naturellement. Richelieu finit sa vie très difficilement. Il est malade et ne se déplace plus qu'en étant allongé et transporté par des gardes. Il meurt le 4 décembre 1642. Dans son testament, il lègue son immense fortune à bon nombre de personnes, dont le roi, à qui il lègue par exemple le palais cardinal. Le cardinal est inhumé dans sa création, la chapelle de la Sorbonne, sous un magnifique mausolée sculpté par le grand François Girardon. Malheureusement pour notre cardinal, la Révolution fera des ravages, et son corps n'y échappera pas. Son tombeau sera saccagé, puis son corps sera exhumé et le pauvre sera décapité. Ah, les joies de la Révolution. Des parties de son corps feront l'objet d'un trafic de reliques. La tête du cardinal est retrouvée, et après avoir été mise plusieurs fois à l'abri et analysée, celle-ci est inhumée définitivement sous son mausolée initial, en 1971. Le cardinal duc Armand Jean du Plessis de Richelieu, homme inflexible, créateur de l'État moderne, et qui lança la France dans ce qui allait devenir le grand siècle, a enfin le droit au repos éternel. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter ou à la partager. Et comme dit en début de vidéo, proposez-nous des personnages importants de l'histoire de France pour les prochains numéros. A bientôt sur l'Hexagone.